Donc voilà, ressources plus temps égale qualité, et fixer la qualité et ajuster le scope est un prérequis nécessaire. Ça, je le mets un petit peu en tête, parce que sinon, en gros, vos tests vont systématiquement passer au second plan dès que vous allez être sous pression avec votre équipe. Maintenant, il y a les réalités dans un projet. Les réalités d'un projet, c'est qu'en fait, il y a plein de... Là, j'en ai mis 5, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. Plein de contraintes, en fait, qui viennent impacter notre projet. Je vais me focus sur 3 de ces contraintes, qui sont ces 3-là. En général, on veut faire évoluer notre application en même temps que notre business, et on veut que ce soit pas cher. Sauf qu'on veut aussi qu'il n'y ait pas de bugs. Bon, évoluer rapidement à bas coût et ne pas avoir de bugs, en général, il y a une petite tension qui se dessine, et ça va être compliqué de faire les 3 en même temps. Donc du coup, la petite tension, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille. Mais voilà, donc du coup, on arrive un petit peu dans cette tension où, à chaque fois qu'on fait une évolution, on risque une régression. Vous connaissez tous ce même, je pense. Je fais un tout petit rappel, mais les principaux attaquants des systèmes sur lesquels on travaille, en fait, je pense que vous le savez tous, c'est nous. Voilà. En 10 ans, j'ai chapeauté pas mal de sites, j'ai eu que 2 fois des attaques extérieures, Dieu merci. Bon, j'ai fait des milliers de commits, des centaines de mises en prod, il y a eu quelques régressions, pardon. Mais voilà, je pense que vous en êtes tous conscients. En fait, les premiers à casser les applications sur lesquelles on travaille, en fait, c'est nous. Plus que les personnes extérieures. Donc, quoi faire? Alors, je compare à quelque chose qui me passionne, les arts martiaux. Lorsqu'il y a une contrainte extérieure, il y a un petit peu 2 écoles. Il y a l'école, on ne bouge pas, on reste statique et on réagit beaucoup. Et puis, il y a l'autre école qui est on bouge. Voilà. Bon, dans le cadre des entreprises, dans le cadre de l'IT en particulier et du développement logiciel, vous n'avez pas le choix, il faut bouger. Voilà, si vous ne bougez pas, votre application, globalement, en quelques années, elle est morte. Ne serait-ce que vous allez vous prendre une montée de version de je ne sais quelle librairie. Voilà. Donc vous êtes foutu. Donc, vu qu'on n'a pas le choix, on est obligé de bouger, eh bien, il va falloir tester. Voilà. Parce que sinon, on va plus pouvoir bouger au bout d'un moment, parce que bouger va être trop compliqué. Tester, c'est douter, vous connaissez tous ce même. Alors, je vais le prendre au premier degré, vous m'excuserez. Mais du coup, douter, c'est se remettre en question. Se remettre en question, douter, c'est s'améliorer. Donc du coup, ça nous permet aussi d'éviter d'une bourde quand on doute. Donc en fait, les tests, c'est bien. Il faut douter. C'est important de douter. L'avantage, c'est quand on teste, notamment avec des méthodes qui permettent derrière de répliquer ce test, c'est qu'on a douté une seule fois, et derrière, on a capitalisé ce doute dans le temps. Donc en fait, ce doute ponctuel, on va le répéter à chaque fois, ce qui fait qu'on n'aura plus jamais besoin de douter là-dessus. Et ça, c'est vachement bien. Donc, n'ayons pas honte de douter, et testons. Voilà. Donc là, déjà, pour ceux qui se disaient, on m'a promis moins de tests, voilà, vous vous dites, on m'a peut-être vendu un mensonge. C'est pas totalement vrai. Donc la théorie, je pense que ça, vous l'avez tous vu, cette magnifique pyramide. Moi aussi, je l'ai suivi pendant très très longtemps. Dans les choses importantes que vous connaissez peut-être pas, tests de mutation, je sais pas si vous les connaissez tous, notamment si vous faites du PHP, c'est vachement bien, parce il nous manque certains outillages, par exemple, qui existent sur d'autres langages. Ça combine très très bien en fait avec les tests unitaires. Donc voilà, j'en parle pas beaucoup ce soir, mais franchement, mettez-en en place, c'est vachement cool. Mais ce sur quoi je voulais me focus sur cette slide, c'est ça, c'est la stack de tests dite efficace, qu'on a un peu tous appris à l'école, qui va en fait se baser sur du TU, donc du test unitaire. Alors, on va rentrer un tout petit peu sur les tests unitaires, et puis voilà. Donc, est-ce que quelqu'un voit pas ce que c'est un test unitaire? C'est bon pour tout le monde? Ok. Je préfère. Hein. Donc, si jamais, test en isolation. Alors justement, on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est test en isolation d'un morceau de code. Donc généralement, la manière dont ça se traduit dans on va dire, le langage commun, c'est test d'une fonction en isolation de tout le reste du code. Un peu comme ça que ça s'est traduit au fur et à mesure du temps. Je vous spoil un petit peu, mais justement, c'est peut-être un des soucis. Observation sur les tests unitaires. Donc, pour ce meet-up, je me suis amusé à aller regarder pas mal de méta-études, vous savez, des études sur des études qui sont faites, pour aller voir, en fait, les tests unitaires, est-ce que ça marche vraiment? Voilà, des stacks de tests basés sur les tests unitaires. Ce qui est montré, c'est que l'impact est exponentiel. C'est-à-dire que quand on se dit, j'ai atteint 70% de test coverage unitaire, c'est suffisant,
En fait, ce que montrent les études, c'est plus on se rapproche de 100 et plus c'est efficace. Et plus ça prévient réellement les régressions. Donc en fait, c'est à la fois une très bonne nouvelle, parce que du coup, il y a un vrai gain à faire plus de tests unitaires, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que tant qu'on n'est pas arrivé très haut, c'est pas très pertinent. Ça, c'est dommage. Une autre chose, c'est que les coûts sont exponentiels. C'est-à-dire que plus vous essayez d'aller haut dans votre code coverage, et plus c'est long et compliqué de maintenir une stack de tests basée sur des tests unitaires. Donc là, le souci, c'est que du coup, on a une tension, c'est-à-dire qu'on veut faire toujours plus de tests unitaires, mais ça nous coûte toujours plus cher. Et donc là, on se retrouve un petit peu dans le cercle vicieux, que vous avez peut-être déjà tous connu. Plus de tests ou plus de bugs, on est un petit peu obligé de faire le choix. Aïe, 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 problème. Alors, pourquoi il est important en fait de rappeler qu'un test unitaire, c'est quelque chose qui part de l'intérieur de l'application. C'est-à-dire qu'on teste les fonctions de l'application, on part du code, du détail d'implémentation du code. Et ensuite, on sort pour aller petit à petit vers l'extérieur de l'application. En tout cas, comme ça que se base la pyramide de test et toute cette stratégie de test. Or, les utilisateurs de nos applications, ils s'en foutent de comment est implémentée notre application. Je suis un peu grossier, mais eux, ça les concerne pas. Eux, ce qui compte, c'est j'appuie sur le bouton, ça fait ce qui était prévu. Ou j'appelle une API, ça fait ce qui était prévu. Voilà, pas besoin forcément d'interface. Tac. Donc en fait, ce qu'on doit garantir, c'est pas l'implémentation, qui est validée par les tests unitaires. C'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Encore une fois, avec ou sans interface utilisateur. Ça peut être au travers d'une API. Il y a malgré tout une UX au travers d'une API. Donc du coup, là, on se rend compte que il y a de nouveau un petit problème. On a de nouveau une petite tension, c'est qu'en fait, nous, on veut tester ça, de l'extérieur vers l'intérieur, et en fait, on base notre stack de tests sur des tests qui font exactement l'inverse. Donc potentiellement, on a un petit souci. Alors pour régler ce souci, on a pris le problème, j'ai pas envie de dire à l'envers, mais en fait de la manière la plus basique possible. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il suffit d'en faire plus. Chose qui est tout à fait logique. Alors il y a plusieurs manières. Aujourd'hui à la mode, vous avez l'utilisation d'IA. Donc voilà. Donc c'est ce que je mets ici. En fait, on se pose pas la question de comment on écrit nos tests. On se dit juste, faut juste que j'en écrive plus. Et afin d'en écrire plus, je vais utiliser un outil. Parce que moi, je suis pas assez bon pour écrire vite des tests. Donc du coup, je vais donner ça à une IA qui le fera forcément mieux que moi. Bien entendu. Bon, ça reste à prouver, mais voilà. Bon, en plus, la puissance de l'IA, c'est ce que je vous mets, ça a un coût. Alors aujourd'hui, financier, c'est pas totalement vrai, parce que toutes les boîtes d'IA se battent. Donc voilà, en gros, elles offrent leurs services gratuitement, mais bon, il faudra voir si ça dure. Mais bon, ça a d'autres coûts que le coût purement pécunier pour des choses qui sont un petit peu au-dessus de ces problématiques. Mais en plus, surtout, on risque d'amplifier en fait le problème initial. C'est-à-dire que l'IA, elle a tendance à faire les choses avec beaucoup plus de muscles que nous. Donc en fait, elle amplifie le problème de base. Donc si par exemple, vos tests étaient trop longs à exécuter, avec l'IA, vous allez faire plus de tests, donc ils vont être encore plus longs à exécuter. Et donc ça va poser des problèmes. Une autre solution, attention, je précise, s'il y a des amoureux du test-driven développement, j'en suis un aussi. Mais restez avec moi. Test-driven développement, en gros, j'écris trop de tests, écris-en plus. Il faut tester avant de coder, il faut tester pour comprendre, voilà, il y a plein de manières de l'exprimer, etc., etc. Alors, pareil, je me suis amusé, je suis allé voir des méta-études. Il n'y a aucune étude qui établit une corrélation directe entre mise en place de TDD et amélioration de la qualité logicielle. Ce que prouvent ces études-là, par contre, c'est qu'en général, les développeurs sont plus investis. Là, par contre, ils l'ont montré qu'il y avait une augmentation un petit peu du bien-être au travail, j'ai envie de dire. Donc, attention, ce que ça veut dire, c'est pas que le test-driven développement n'est pas une bonne solution. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle se suffit pas à elle-même. C'est-à-dire qu'il suffit pas de mettre du TDD un peu bêtement pour régler le problème. Parce que si on met en place du TDD bête et méchant, pareil, on n'a pas remis en question la manière de faire. On a juste dit, on s'oblige à faire. Mais si on s'oblige à faire pas vraiment différemment, en fait, on n'a pas vraiment réglé le problème. Voilà. Alors vous allez me dire, le TDD force forcément à faire différemment. Voilà, on y reviendra juste après, mais justement, c'est un peu l'idée. Tac. Donc du coup, test-driven développement, un exercice que vous connaissez peut-être tous, et du coup, qui est la conversion des chiffres romains. J'ai pas compris le problème, je teste les valeurs. Donc du coup, je dis que 1 est égal à i, 2 est égal à 2, enfin 2i, 3, 3i, etc., etc.
J'ai fait mes 10 petits tests, comment je m'assure que 13 donnera ça? Si je teste uniquement les valeurs, le seul moyen de tester ça, c'est de tester que 13 va donner x et 3i, parce que je me suis arrêté aux valeurs. Donc du coup, à moins de tester toutes les valeurs possibles de l'échantillon, donc là on imagine qu'on s'arrête à 3999, à moins de toutes les tester, je ne peux pas assurer que toutes les valeurs fonctionnent, parce que je me suis contenté de tester des valeurs. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si vous vous contentez de tester les valeurs, je vous laisse imaginer exécuter cette stack de tests à chaque fois. Surtout que ça, c'est un cas facile parce qu'on connaît les outputs. Vous avez plein de cas où les outputs, potentiellement, à part faire tourner le logiciel, ça va être compliqué de les avoir. Donc du coup, ça peut être problématique. Donc, il est temps de réfléchir. Ok. Quel est en fait réellement l'objectif d'un test? L'objectif d'un test, c'est que ça permet de détecter une régression. Il doit résister au refactoring, parce que si à chaque fois qu'on réécrit un petit peu notre code, qu'on change notre implémentation, on doit réécrire l'intégralité de notre stack de test, on crée une partie, c'est problématique. Il doit fournir un feedback intelligible, et il a un coût de maintenance faible. En gros, il est rapide à exécuter, etc., etc., et ça revient un petit peu avec le il doit résister au refactoring. Une régression, c'est quoi? C'est quelque chose qui impacte le comportement. C'est le comportement de notre application qui ne fonctionne plus. Résister au refactoring, il y a un truc qui résiste au refactoring. Parce que le refactoring, il change l'implémentation, mais il ne change pas le comportement. Donc pareil, comportement. Un feedback intelligible rapidement. Pareil, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un feedback vis-à-vis de comment l'expérience utilisateur est potentiellement dégradée. Pas telle ligne, ça a potentiellement bugué, parce que derrière, il va falloir se poser la question, ah, alors attends, pourquoi est-ce que je veux dire? Donc pareil, comportement. Coût de maintenance faible, le comportement change moins que les implémentations, ça revient un petit peu avec le doit résister au refactoring. Qu'est-ce que je tire par tout ça? C'est qu'un bon test, en fait, il est centré sur le comportement. Il n'est pas centré sur l'implémentation. Et donc, s'il est centré sur le comportement, il va généralement s'éloigner un petit peu des valeurs. C'est là où on va enchaîner. Donc, test-driven développement, on revient sur notre même exercice. Sauf que maintenant, je ne me focus pas sur les valeurs. Je me focus sur le comportement. Si ma valeur de modulo 10 est égale à 1, alors ça doit finir par i, etc., etc., etc. Maintenant, j'enchaîne pour les dizaines. Alors ça devient un petit peu plus compliqué, mais si je prends mon nombre initial, donc 10, j'en fais la division euclidienne par 10, j'en prends le quotient. Donc du coup, 10 divisé par 10, j'en prends le quotient, ça va me faire 1. Et si je fais 11 divisé par 10, j'en prends le quotient, ça va aussi faire 1. Modulo 10 est égal à 1, et dans ce cas-là, on contient x, etc., etc., etc. Vous voyez que du coup, je ne m'attache pas aux valeurs, je m'attache vraiment au comportement. Et là, la grosse différence. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça et ça se ressemble. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc en fait, modulo 10 est égal à 1 fini par i, en fait c'est si quotient de la division par 1 modulo 10 est égal à 1, alors ça contient i. Ça finit même par i, mais là je vais faire exprès de dire contient. Ici, donc en fait, si je mets un petit peu des variables, si quotient de a pour 110 égale 1, alors contient b. Je fais la même chose avec 4, donc ici c'est égal 4, alors contient iv, donc égal 4, alors contient, on retrouve notre b, ici, qui est en fait notre i, mais on a une nouvelle variable ici, qui va être c. Et en fait, je peux continuer avec 9, x, et on va retrouver en fait la même chose, sauf que ici, ça va être b, et derrière, qui va être suivi du b de l'échelle d'au-dessus. Voilà, je ne sais pas trop comment l'écrire, s'il y a des gens qui sont plus matheux que moi pour l'écrire, n'hésitez pas, mais voilà, j'ai essayé de l'écrire d'une manière qui se comprend à peu près. Et en fait, si on fait la même chose avec tout ce qui est la dizaine au-dessus, en fait, on se rend compte qu'on arrive exactement sur la même chose. Hop, c'est juste A', B', mais voilà. On arrive sur la même chose, pareil en fait pour XL et pareil pour XC. Voilà, donc pareil pour 90 et pareil pour 40. Donc en fait, là, on vient de trouver une règle générale. Et l'avantage, c'est que du coup, cette règle générale, on peut l'écrire comme ça. Et là, pour tous nos chiffres par dizaine, on a notre test qui va pouvoir passer ici.
On a cherché du coup à comprendre le comportement qui se cache derrière les valeurs, plutôt que de se focaliser sur les valeurs. On ne s'est pas focalisé sur le résultat, mais vraiment sur le comportement qui se cache derrière. Donc derrière, si on nomme A, B et C, bah en fait, on rend notre logique beaucoup plus visible. Donc si le A, je dis que c'est une échelle, donc premier étage, deuxième, troisième, quatrième, que je dis que B, c'est l'unité de base, et que je dis que C, c'est l'unité de la mi-échelle, bah en fait, notre logique, d'un seul coup, elle fait beaucoup plus sens. Et surtout, j'ai plus qu'à faire un petit tableau comme ça, et c'est bon, j'ai quasiment toute ma logique qui est synthétisée. La seule chose que je devrais faire, pourquoi 12 tests au lieu de 11? Parce qu'on pourrait se dire, il suffit de tester ça, et j'ai fini. Non, il faudra aussi tester que les choses arrivent dans le bon ordre. Voilà. En gros, les milliers arrivent en premier, puis les centaines, puis les dizaines, puis les unités. Mais du coup, on est passé d'une approche qui nous forçait à faire 3999 tests à une approche qui nous permet d'en faire 12. Et surtout, l'avantage, c'est qu'imaginons les Romains sont toujours là, sont toujours parmi nous. Ils se disent, X, ça va pas, moi j'ai envie de le remplacer par O. Dans cet exemple-là, ça peut paraître débile, mais dans vos exemples du quotidien, ça arrive assez régulièrement qu'on se dise, non, en fait, il faut changer quelque chose, il faut changer un peu de logique, etc., etc. En fait, si je dois remplacer par O tous mes tests, alors je dis pas, hein, il y a le contrôle Magef qui existe. Voilà. Mais bon, ce sera quand même plus simple de juste venir mettre un O ici, quoi. Voilà. Donc en plus d'être moins coûteux à l'exécution, c'est un test qui est aussi beaucoup plus facilement maintenable. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est focalisé sur le comportement au lieu de se focaliser sur les résultats. Et voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde, la petite démonstration que je viens de faire avant, ou... Hop. Donc du coup, ce qui va être important, c'est de tester tout le comportement, et j'insiste sur tout, et uniquement le comportement. Donc si je reprends un cas un peu plus pratique, hein, on imagine qu'on fait de la validation de commande. Et donc dans notre objet commande, qui fait partie de notre domaine, on a une fonction validée. Si je teste cette fonction unitairement, en fait déjà j'ai assumé plein de choses. J'ai assumé qu'on avait une classe commande. On pourrait très bien imaginer qu'on valide une commande sans avoir besoin d'une classe commande. En soi, rien ne nous y oblige. Ça dépend de l'existence de la fonction validée, donc de l'implémentation de cette classe commande. Ça pourrait très bien s'appeler valider commande, au lieu de juste valider. J'abuse un peu, mais l'idée est là. Les paramètres qui peuvent changer, étant donné que ça c'est vraiment un détail d'implémentation, et sa valeur de retour, pareil. Et surtout, mon test il s'arrête à l'impact sur la classe. C'est-à-dire que par exemple, ici, ma validation de commande, moi quand je valide une commande, en plus je veux que ça envoie un mail. Un mail de confirmation, par exemple à l'entrepôt, et un mail de confirmation au client. Sauf que tout ça, ça fait pas partie de cette classe commande. Donc là, je les ai pas testés. Donc je n'ai testé que partiellement ma logique et je vais avoir besoin d'autres tests unitaires derrière pour venir compléter ce test. Maintenant, si j'ai une autre approche, où j'ai une classe qui encapsule l'intégralité de cette logique, pour les adeptes du DDD, le use case, qui encapsule l'intégralité de cette logique, j'ai une classe qui s'appelle valider commande. Donc de base, en fait, elle s'appelle comme ce qu'on essaye de tester. C'est le principe du use case. Il couvre l'intégralité du process et contenu dans la classe, et le test se concentre sur le comportement global. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que notre implémentation, ce soit une classe commande, ici, qui ensuite est une fonction validée, avec tel paramètre, etc., etc., tout ça, on l'a sorti. On a dit non, non, en fait, moi j'ai une fonction validée commande qui reçoit un DTO validé commande en entrée, fin, et à la fin, ça doit me retourner une commande. Voilà. Donc si on teste ça, au lieu de tester ça, on sera beaucoup plus pertinent avec la deuxième option. En tout cas, si on veut vraiment valider le comportement. Tac. Donc ça porte un nom, c'est l'approche outside-in. C'est-à-dire que plutôt que d'aller se focus sur l'implémentation pour remonter vers le scénario global, on va partir du scénario global et descendre au niveau implémentation lorsqu'on est sur des scénarios spécifiques. Donc par exemple pour les edge cases. Donc, typiquement le petit si le if, en fait là on est rentré dans le non. Voilà, on n'est pas rentré dans le if, à la place on passe dans le else, ou au contraire on passe pas dans le if, parce qu'en général on met pas de else. Mais voilà. Et donc c'est là où les tests unitaires vont redevenir intéressants, c'est quand on veut tester vraiment des scénarios particuliers, comme par exemple, imaginons ma commande,
je dois valider ma commande, mais il y a 1 million il y a un formulaire qu'il faut remplir, et ce formulaire, il y a 20 manières de se louper lorsqu'on le saisit. Bon, déjà, petit problème sur votre application, mais parce qu'il faut essayer de faire des choses simples pour l'utilisateur, mais imaginons qu'il ait 20 manières de se planter sur la saisie de son formulaire. Bah, en fait, vous, dans ce deuxième scénario, les 20 manières de se planter sur la saisie du formulaire, j'ai envie de dire, vous, ça vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand mon utilisateur s'est planté au moment de la saisie de son formulaire. Par contre, vous allez tester unitairement les différentes manières dont on peut se planter dans son formulaire. Outside, in, au lieu de inside, out. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc du coup, je reviens un petit peu sur ce que je disais plus tôt, on doit garantir l'UX, tester de l'extérieur vers l'intérieur. Et bien là, avec le test d'acceptance, on teste bien de l'extérieur vers l'intérieur. Alors si jamais le terme test d'acceptance, c'est celui que j'ai trouvé le plus sur cette manière de tester un petit peu sur le web, si jamais ça s'appelle aussi des tests unitaires. Parce qu'en fait, je vous en parlais, un test unitaire, c'est tester une unité de code en isolation. C'est juste qu'on a déformé le terme et qu'on l'a transformé en c'est chaque fonction séparément les unes des autres. En fait, c'est une déformation du langage. Alors maintenant, cette déformation du langage, elle a tellement pris sens dans le langage commun qu'on est presque obligé de réinventer un terme pour expliquer ce qu'est réellement un test unitaire tel qu'il avait été pensé par ses créateurs. Donc voilà. C'est pour ça, soyez pas choqués si vous vous dites, mais depuis tout à l'heure, enfin, ce dont tu nous parles là, ça reste un test unitaire. Oui. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, par beaucoup de personnes, c'est plus compris comme étant un test unitaire. Alors bien entendu, on va moquer plein de choses. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, on a un command provider qui va aller récupérer une commande. Bah, on va moquer cette partie-là potentiellement. Ça fait partie de notre infrastructure. Vous voyez, on va aller, malgré tout, moquer de ce qui se trouve à l'extérieur. On n'est pas en train de tester toute la connexion avec la base de données, ce genre de choses. Mais ça nous permet de tester en fait une unité de code qui est plus grosse, qui est plus large, qui couvre plus largement le comportement. Donc voilà, test d'acceptance. Et là, bah, on est bon, parce qu'en fait, on a une approche outside-in qui se concentre sur le comportement et qui ensuite va zoomer quand c'est nécessaire. Alors, un des gros avantages de cette approche où en fait, on fait du gros smile et ensuite on va zoomer, c'est que très très rapidement, avec quelques tests d'acceptance, vous pouvez atteindre 60, 70% presque sur certaines applis de code coverage en littéralement quelques tests, quoi. Vous n'êtes pas embêté à aller tester chaque truc précisément, patati patata. Vous avez atteint très rapidement un code coverage acceptable. Et en fait, derrière, vous allez vous concentrer au niveau unitaire sur tous les scénarios casse-gueule. Mais vous allez éviter de tester, j'ai envie de dire, tout ce qui est simple, entre guillemets, de manière unitaire. Vous allez gagner beaucoup de temps sur cette partie-là. Et aussi, une autre partie, c'est que du coup, la manière dont votre logiciel communique avec lui-même, j'ai envie de dire, comment chaque élément se passe la balle, bah, vous allez le tester tout de suite. Voilà. Chose qui parfois manque un peu dans les tests unitaires. Vous allez tester toutes vos lignes de code indépendamment les unes des autres. Au final, vous n'allez jamais tester qu'elles fonctionnent ensemble. Donc voilà. Hop. Alors si jamais, s'il y a des adeptes du TDD, ça s'inscrit vraiment parfaitement dans la philosophie des DD et l'architecture hexagonale pour le coup. Mais voilà, dans l'architecture hexagonale, clean architecture, moi je connais un peu moins, mais normalement c'est pareil, c'est faire de ma part. Donc typiquement, ça s'inscrit parfaitement avec toutes ces architectures-là, parce que les use cases donc, qui se trouvent dans l'application sont vraiment le socle idéal. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus pour ça. Et c'est là où en fait, s'il y en a quelques-uns qui travaillent un peu avec ce genre d'architecture, je pense que vous vous rendez compte au fil des années en fait que les mecs qui avaient pensé à ça, ils y avaient quand même bien pensé, quoi. Et ils avaient réfléchi aussi à ces problématiques-là, et en fait, ils avaient répondu à ces problématiques-là avec ces manières de designer leurs archis. Donc, les use cases sont un très très bon socle pour les tests d'acceptance. En général, on va laisser la présentation et l'infrastructure en dehors de tout ça. Par contre, on va inclure toute notre application et tout notre domaine dans nos tests d'acceptance. De temps en temps, personnellement, vous n'êtes pas obligé de prendre exemple, mais parfois, vous savez, on a des services infrastructures qui en fait font plus de la coordination, de repository, des choses comme ça. On sait qu'ils ont très peu de chances de bouger. Voilà. Moi, je les inclus dans ces tests d'acceptance. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, c'est vous que ça regarde. Moi, je sais que j'aime bien le faire parce que ça me fait quand même gagner du temps, et en général, c'est des choses qui, en tout cas, j'essaye de m'assurer qu'elles sont suffisamment agnostiques pour pas beaucoup bouger. Voilà. Et je les mets pas dans mon domaine par principe, plus que réellement, parce qu'en fait, ça devient presque de la logique pure. Et elle reste dépendante de mon implémentation, donc elle reste dans mon infrastructure. Voilà.
Tac. Après, par contre, attention, quand vous faites ça, les tests deviennent un petit peu plus complexes à écrire, parce qu'au lieu de juste moquer un provider, vous allez moquer les repositories qui se trouvent derrière ce provider. Donc ça devient un peu plus dur d'écrire ces tests-là. Donc ça a quand même un coût sur la rédaction des tests en eux-mêmes. Donc si jamais tout ça porte un nom, donc c'est un peu des conclusions auxquelles j'en étais arrivé, et du coup je me suis renseigné aussi si ça existait déjà. Et oui, ça existe déjà, le Diamond Outside-In TDD. Voilà, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu, ou savent à peu près ce que c'est. Mais donc du coup, l'idée, c'est qu'on va se baser sur ces fameux tests d'acceptance. Et en fait, ce qu'on va tester en TDD, ce qu'on va faire en TDD, ce sont ces fameux tests d'acceptance. On va pas essayer de faire du test unitaire en TDD, on va essayer de faire des tests d'acceptance en DDD. Et ça, c'est en TDD, pardon. Et ça, c'est très très intéressant parce que ce qu'on ne peut pas prévoir pour du TDD, c'est l'implémentation. L'implémentation, elle a volonté de changer. Donc si on essaye d'anticiper son implémentation, déjà, on va peut-être à l'encontre du principe même du TDD. Par contre, le comportement, lui, on est censé le prévoir. Donc du coup, ce qui est très intéressant quand on teste le comportement en amont d'écrire son code, c'est que du coup, on s'assure vraiment que notre code va répondre au comportement. Et là, on est vraiment dans la philosophie, j'ai envie de dire, TDD. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc, on teste le comportement attendu. Hop, c'est construit autour de la pratique du TDD, pardon. Et je trouve que ça permet d'éviter ce fameux pitfall où on va essayer un petit peu d'écrire des tests pour des implémentations, ce qui pour moi n'a pas forcément de sens. Voilà, je vous l'ai expliqué, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'écrire des tests, en tout cas en amont pour du comportement. Et c'est ce que je vous disais, on couvre très rapidement énormément de code en fait en quelques tests, et ça c'est un vrai bonheur. Voilà. Et une chose très très intéressante, c'est que, c'est ce que je vous mets là, les tests d'acceptance en général, ils survivent à quasiment tous les refactoring. Parce qu'en fait, ce qu'on refactor dans du code, c'est pas le use case. Ce qu'on refactor dans du code, ça va être potentiellement un petit peu comment on a construit notre domaine, ça va être les détails d'implémentation de l'infrastructure. J'espère que c'est plus souvent les détails d'implémentation de l'infrastructure que votre domaine. Sinon, c'est qu'il y a un petit souci potentiellement. Mais voilà, en fait, le use case, lui, à moins que votre métier change, et dans tous les cas, vous allez devoir réécrire votre test, à moins que votre use case change, et dans ce cas-là, vous allez de toute façon devoir réécrire votre use case, en général, il ne va pas bouger. Tac. Donc, on revient sur le test-driven développement, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, là, par où commencer? Une expression du besoin sous forme de scénario d'acceptance. Et là, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le Behavior Driven Development, le BDD, et notamment tout ce qui est Cucumber. Donc, une expression, en fait, des US sous forme de scénarios de test qui vont pouvoir être acceptés ou refusés. Et l'avantage de faire ça, c'est que potentiellement, vous n'avez même pas besoin d'écrire la moindre ligne de code. Vous pouvez déjà juger, en fait, des scénarios de test et vous dire, ah, attends, là, il y a peut-être un cas qui a été oublié, ou des choses comme ça. En fait, on peut déjà commencer à réfléchir sur le comportement de notre application sans même avoir commencé à la coder. Ça, c'est un vrai avantage. Ça va devenir de plus en plus vrai si notre travail vient être automatisé par des IA. Plus précisément, on sera capable de leur décrire exactement ce qu'on veut, potentiellement au travers de tests, etc., etc. Et plus elles seront performantes. Là où sinon, retravailler sur du code qui a été généré, c'est toujours l'expérience la plus agréable. Donc voilà, c'est ce que je vous mets. On peut travailler directement sur les scénarios d'acceptance. Et une fois qu'on a effectué ce travail-là, on écrit nos scénarios de test et ensuite, on se met à écrire notre code. Voilà. Alors bien entendu, il y a la question éternelle, l'œuf ou la poule. Donc du coup, est-ce qu'il faut écrire une bonne application pour la tester, pour qu'elle soit facile à tester, ou est-ce qu'il faut écrire des tests pour que notre application soit facile à maintenir? J'ai envie de vous dire, ce sont les deux, parce qu'en fait, écrire des tests et coder mieux, c'est une boucle de rétroaction positive. Quand vous écrivez des tests, vous avez tendance à coder mieux, et quand vous codez mieux, ça devient plus facile d'écrire des tests. Je pense que ça, vous l'avez tous observé. Donc du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettre des tests dans votre application le plus rapidement possible. Et justement, encore une fois, je vous invite vraiment à mettre en place ces tests d'acceptance en priorité, quitte potentiellement parfois, parce que le temps l'impose ou ce genre de choses, à délaisser peut-être un petit peu les autres, mais en tout cas, ceux-là, vraiment les conserver pour vous forcer en fait à avoir au moins la logique cœur de votre application qui est vraiment testée comme ça en acceptance et qui du coup va vous permettre de rentrer dans cette boucle de rétroaction positive, même si vous n'êtes pas encore à 100% de code coverage ou
Dieu sais-je, plus de 90 ou quoi que ce soit. En fait, vous êtes déjà rentré dans la démarche et vous êtes déjà dans le bon chemin. Voilà. Tac. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous conseille, vraiment essayez ce TDD basé sur les tests d'acceptance. Personnellement, ça a vraiment bien marché. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres, si parmi vous, d'autres ont testé. Mais voilà, ça m'a permis notamment, à un moment, je m'amusais pour un entretien, je vais apprendre du Java, donc je me suis amusé à recoder, vous savez, le battler d'O-Game. Je ne sais pas si vous voyez, le jeu O-Game où il y a des petits vaisseaux qui s'affrontent, tour après tour, il y a du rapid fire, des trucs comme ça. Je m'étais amusé à le recoder et du coup, justement, je venais de tester en entreprise en fait tout ça, mais bon, vous savez, l'entreprise, on ne peut pas toujours totalement implémenter ce sur quoi on se renseigne et ce qu'on est en train de mettre en place. Là, je l'avais fait from scratch. C'est impressionnant en fait le code coverage qu'on peut atteindre très très rapidement avec vraiment 5 scénarios de test. Vraiment. Et après, il reste tous les petits edge cases que là, je vais pouvoir tester en unitaire et qui vont du coup être super pertinents. Voilà, voilà. Merci à tous. Et puis le traditionnel du rock. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Ouais. Tu disais que tu avais regardé un peu des méta. Oui. Oui. Alors sur celle-ci, eh ben, je t'avoue que je ne l'ai pas cherché pour le coup. Et c'est peut-être un biais de ma part. Parce que j'aurais dû. Et du coup, bonne question, je le ferai. Parce que après, j'ai l'impression que c'est un peu plus récent, donc je suis pas sûr qu'il y ait du feedback. Mais je ne crois pas me souvenir d'avoir regardé. Donc, bien vu. Petit biais de ma part. Excusez-moi. Ouais. La pyramide, surtout, le truc, c'est qu'en général, les méta-études ont beaucoup de retard sur la manière de faire. Et c'est normal, hein, parce que déjà, il faut faire une étude qui, en général, va se faire sur 1 à 2 ans, soit en université, soit en entreprise qui veut bien le faire. Et en plus, derrière, il faut une étude qui va prendre 1 an, qui va regrouper des études qui ont elles-mêmes pris 3 ans à se faire. Donc, en général, c'est quelque chose qui nous permet de regarder est-ce que la manière de faire qui est en place depuis 5 ans fonctionne, ou en tout cas est pertinente. Mais effectivement, il faudra que je regarde. Pareil, si jamais je précise, si vous faites le même travail de recherche, j'avais fait ce travail de recherche il y a à peu près 6 mois. 6 mois, peut-être même 8. Ouais, 8 mois. Le temps passe vite. J'avais fait ce travail de recherche il y a 8 mois. Donc voilà, si vous avez des résultats qui sont différents, c'est pas impossible. Voilà, je préfère me protéger à ce niveau-là. Mais voilà, à l'époque, en tout cas, il y avait rien qui était vraiment concluant. Après, vous savez comme moi aussi, une étude, avant de conclure qu'il y a un lien de causalité entre deux choses, il faut y aller franco, quoi. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils rejettent, quand je dis qu'ils ne faisaient pas de lien de corrélation directe, ils ne rejetaient pas l'idée que ça pouvait avoir des impacts positifs, le TDD, en général, sur la qualité de code. C'est juste qu'ils n'avaient pas pu faire un lien direct entre TDD et qualité de code. Et en fait, l'implémentation du DDD semblait être complètement décorrélée de la qualité de code. Dans certains cas, ça s'améliorait, dans d'autres non. Dans d'autres, ça se dégradait. Voilà. Donc, en gros, ils ne pouvaient pas en conclure qu'il y avait une véritable tendance à l'amélioration. Et si vous voulez mon avis, c'est directement lié à ce que j'ai essayé de vous expliquer derrière. C'est que si on met en place du TDD sur des implémentations et pas sur du comportement, je pense qu'on se fourvoie un peu, en fait. Et potentiellement, on vient même à en perdre du temps. Voilà, moi, c'est un peu mon point de vue. Mais ça se débat. Ouais. Comment tu peux créer du TDD sur de l'implémentation et pas du comportement? Comment on arrive à là? En fait, on faisait les choses bêtement, en débranchant un peu le cerveau. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais en fait, en te disant, je vais écrire mon code, donc je sais déjà comment je vais écrire mon code. Mais c'est là où je veux dire, en fait, ça fourvoie complètement l'esprit du TDD. C'est-à-dire, je sais déjà comment je vais écrire mon code, donc du coup, je vais mettre en place un test qui va tester l'implémentation que je vais mettre en place. Ouais, plus. Et pour moi, c'est un peu survoyé parce qu'en fait, l'objectif, c'est justement de se dire que l'implémentation, c'est pas l'enjeu. En fait, l'enjeu, c'est le comportement qu'on va avoir à la fin. Et c'est ça, en fait, qu'on devrait assurer, pas l'implémentation. En fait, donc c'est là où je dis qu'on se fourvoie beaucoup. Mais je pense que en tout cas, moi, personnellement, ça a été une erreur un petit peu que j'ai fait au départ. Et je pense pas être le seul sur, justement,
Ce travers du TDD, je pense pas être le seul à l'avoir fait, quoi. En fait, d'essayer d'anticiper mon code de manière à écrire mon test en fonction de l'implémentation que je vais mettre en place. Mais ce qui est complètement, ce qui est pas du tout l'objectif, en fait, de la méthode, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Si, Mais- si je comprends bien ta réponse, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de temps en temps sur en fait, la mise en place du TDD et ce qu'on essaie de faire sortir, c'est-à-dire C'est ça. l'implémentation qui sort des tests. En fait, ce que j'ai essayé aussi un petit peu d'expliquer là dans la présentation, c'est qu'en fait, parfois, le TDD est vu comme un outil, au lieu d'être vu comme une remise en question de la méthodologie. Or, c'est vraiment important de se poser la question comment on écrit des tests et pourquoi, pour tester quoi. Et en fait, le TDD essaye de forcer cette réflexion. Mais le problème, c'est que si à la base, au moment de mettre en place le TDD, tu n'avais pas compris cet enjeu-là, bah, potentiellement, tu te dis non, le TDD, c'est juste bête et méchant pour m'obliger à écrire des tests. Alors que non, l'objectif du TDD, c'est justement de forcer un changement de méthodologie. Mais vu que c'est pas forcément pleinement explicité, surtout par des gens qui le pratiquent déjà, qui parfois, eux, ça fait longtemps qu'ils sont plus tombés dans ces erreurs-là ou ces choses-là. En fait, ils oublient de le mentionner, que l'objectif, c'est de repenser la méthodologie, plus que de repenser le volume de tests qu'on écrit, quoi. Voilà. C'était vraiment l'idée de mes 2 slides sur l'IA et le TDD mal implémenté, j'ai envie de dire, c'est que on met en place, on apporte des outils pour creuser plus fort, mais on ne se pose pas la question de comment on pourrait creuser mieux, ou vers une meilleure destination, quoi. Voilà, c'était un peu ça les 2 slides. Voilà. Ouais. Après, on a la question de TDD, c'est que le mot important de TDD, c'est le premier DD, c'est Driven. Oui. Le but, c'est pas de tester son application. Le but, c'est de conduire à faire émerger le design de son code par le TDD test. Du coup, le fait que là soit testé derrière, c'est un bonus supplémentaire. Mais en effet, quand tu illustres des personnes qui disent faire un TDD qui en réalité font du test parce qu'ils ont déjà en tête le code, qui vont comprendre, mais c'est juste que comme ils se faire un TDD, ils vont écrire le test en premier. En effet, pour moi, c'est juste que c'est pas du TDD. Et pour la partie sur la manière dont tu présentes les tests, là, moi, ça fait que quelques années que j'ai découvert ce type de test-là. Pour moi, le gros rapport aussi, c'est que tu as une capacité de refactoring derrière qui est vachement puissante. Ouais, exactement. Parce que du coup, comme tu testes du comportement et que quand tu refactores, tu ne viens pas modifier ton comportement, mais vraiment juste le design de ton code, bah, je trouve que ça, c'est un vrai gain aussi en termes de comment tu vis ta vie de développeur. Tu n'es pas là en train de modifier un truc et te dire ah, j'ai pété un test, il faut que je le corrige. Ah, j'ai modifié, j'ai pété un test. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais juste le respecter au cas où, parce que parfois on ne capte pas dans le micro. Mais donc, ce que tu disais, je n'ai pas ton prénom. Ce que disait Pierre-Alexandre, c'est qu'en fait, cette méthodologie, un des très gros avantages, et c'est vrai qu'à un moment je l'ai mentionné, mais je vais peut-être pas assez réappuyer dessus, c'est que ça résiste au refactoring. Et donc, lorsqu'on refactore notre application, on n'a pas besoin de réécrire toute notre stack de tests. Et ça, au-delà d'être un gain de temps, c'est aussi réellement agréable en tant que dev de se dire je peux refactorer mon application, je sais que j'aurai pas à réécrire toute ma stack de tests. Ce qui peut être une vraie contrainte où au final on se dit ah bah non, je vais pas refactorer mon application la flemme. Ce qui est dommage, parce qu'en fait nos tests sont là pour nous permettre justement de refactorer l'esprit léger, et au final on se retrouve à pas refactorer parce qu'on a mis en place des tests qui nous bloquent lors du refactoring. Ah c'est aller au contraire en fait de l'objectif. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est une approche qui vraiment est très très compatible avec le refactoring et l'amélioration continue en général, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques? Ouais. Oui. Est-ce qu'au final, le TDD n'est pas juste mal compris et que, in fine, c'est censé tendre vers les tests d'acceptance comme tu l'as décrit, parce que, le TDD réalise une réfacteur, et du coup, il y a un truc qui a tendance à trop être oublié, c'est le réfacteur n'est pas seulement sur le code, mais aussi dans les tests, et qui, du coup, en faisant les tests, amène à tendre des tests d'acceptance. Alors, je suis tout à fait d'accord. En fait, donc Rémi, hein, c'est ça?
Ouais. Ce que disait Rémi, c'est qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas un problème de compréhension en fait du TDD en général? En fait, je suis tout à fait d'accord. Et justement, avec ces slides-là, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, dès les tests, il faut essayer de s'intéresser au comportement de notre application et donc à sa logique. Donc, si on suit le TDD bêtement et méchamment, Mm. en se laissant juste guider par les tests au niveau du détail de l'implémentation et à chaque étape de refactor, j'ajoute le refactor et test. Ouais. D'un coup, on fait émerger aussi plus le comportement que l'implémentation. Exactement. Alors, ce que disait Rémi, c'est qu'effectivement, si en fait, lorsqu'on fait du TDD avec le green red refactor, ça redevient green. En fait, c'est que on refactore souvent notre code et on oublie de refactorer nos tests. Et je suis tout à fait d'accord. Après, moi, une des choses que je dirais, c'est que avant d'écrire des tests, parfois, ça fait pas perdre de temps de réfléchir aux problèmes déjà sur le papier en amont, mais vraiment en restant sur le comportement. Là-dessus, on peut être mitigé, on peut avoir des avis divergents, parce qu'effectivement, il y a certains comportements que tu ne feras émerger que en fait, en travaillant sur l'application. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est en fait un travail d'équilibre. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut réfléchir en amont, notamment lorsqu'on est sur des comportements vraiment entre guillemets métiers et pas sur des edge cases qui en fait se révèlent au fur et à mesure de l'implémentation, où là, effectivement, tu le devineras pas avant. Et tu vas perdre du temps à essayer potentiellement de le deviner avant. Et je pense que c'est important de faire les deux. En fait, ça coûte rien de se poser cette question-là avant le métier. Et ça évite au milieu d'un développement, par exemple, de se lancer dans un développement. On n'a pas envisagé un scénario qui est vraiment tout bête, quoi. On aurait discuté 30 minutes, on se serait rendu compte qu'il y avait ce scénario-là et un deuxième qui était possible. Et en fait, on va se retrouver là au milieu du développement. Oui, allô, le PO, en fait, il y a ce scénario-là qui a émergé, comment on fait, tac, 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 tu vois, et tu vas rentrer dans toute une discussion au milieu de ton dev qui, en fait, va te forcer à passer à autre chose. Alors, bien entendu, le développeur est censé connaître le métier, etc., mais il y a une limite, en fait, à la maîtrise du métier qu'on peut avoir. Il y a un moment où tu vas potentiellement être bloqué. Donc, je pense que c'est un peu un jeu d'équilibriste. Je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines choses qui vont émerger que par les tests, et il y en a d'autres qui, au contraire, pour moi, peuvent s'anticiper un minimum. Et on peut essayer de les faire émerger en amont pour s'éviter des problèmes pendant le développement. Voilà. C'est une position un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais, mais parfois c'est pas mauvais. Voilà, voilà. Il y avait d'autres questions ou pas? Tout ça. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce meet-up. C'était un plaisir. Les questions étaient très intéressantes. Je vais replonger, je vais regarder s'il y a une méta-analyse depuis sur ce truc-là. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, eh bien, peut-être à la prochaine fois. Voilà, voilà. Et d'ici là, il y a un buffet, n'hésitez pas. Et bonne soirée à tous.